C'est en jouant à des jeux zombies comme les Dying Light où que je me rends compte que dans un monde apocalypse où il faut courir et faire du parcours pour survivre en l'extérieur face aux zombies, je suis dans la merde. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamengo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai récemment fini les 3 jeux Dying Light, pas mal back-to-back, et bon, j'ai oublié de faire le DLC du premier de Following, mais v'là longtemps j'ai vu un let's play complet du DLC. Je me rappelle plus si c'était sur la chaîne de Polo ou d'autres créateurs gaming, mais globalement, j'ai un vague souvenir de l'histoire c'était quoi. Puis pour Dying Light The Beast, il y avait un récapitulatif avant le jeu. Comment décrire les Dying Light? Dans le premier, tu joues Kyle Crane, un agent du GRE qui s'en va dans la ville de Harran pour enquêter sur un ancien du GRE qui a volé un dossier. Et disons que dès que tu arrives dans la ville, ça se passe pas partout comme prévu et tu te fais mort. Donc, niveau efficacité de l'agent, ouais. Heureusement pour nous, dans le jeu-là, tu as de l'antisine, ce que les personnes infectées prennent pour, si je peux dire, retarder l'inévitable d'une certaine façon. Aussi longtemps que t'en as, tu tourneras, tu te transformeras pas, donc à ce niveau-là, c'est quand même le fun, mais d'un point de vue jeu, c'est exploité surtout d'un but scénaristique. Donc, admettons que tu joues de longues heures d'affilée, juste te promener dans la ville, t'auras aucun problème de symptômes qui réapparaissent pour le personnage. Donc à ce niveau-là, je vous cacherai pas, je pense que c'est une opportunité un petit peu ratée. Ça aurait été, je pense, un attrait un peu plus de, me semble dans ton inventaire, avoir de l'antisine sur toi, puis t'en injecter au besoin. Mais là, non. N'empêche qu'avec Dying Light 1, avec les lieux, les personnages, Kyle Crane qui devient tranquillement, ami avec les gens de la tour, dont Rahim, Jade, Brecken, ces affaires-là. J'ai trouvé vraiment la relation entre les personnages fun à voir évoluer. C'est clair qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus clichés que d'autres, comme dans n'importe quel film ou jeu d'horreur. Par exemple, les deux jumeaux, quand ils parlent, ils sont très condescendants, ou ce que, imagine Sheldon Cooper, mais là t'en as deux, puis c'est toi qui se fais rabaisser, ou ce que c'est genre, oh, utilise pas des mots trop compliqués, son cerveau primitif pourra pas le comprendre. Mais c'est clair que l'histoire principale, c'est le point fort du premier Dying Light, les quêtes secondaires. Il y en a une couple que j'ai trouvé le fun aussi, mais il y en a beaucoup, ce que je me sentais littéralement comme, il va me chercher des affaires, ramène-moi-les. Donc à ce niveau-là, on repassera sur l'originalité des quêtes. Je pense que Dying Light 2 et Dying Light The Beast s'en sont sortis beaucoup mieux au niveau variété des quêtes secondaires. Je tiens aussi à mentionner que les Dying Light, c'est créé et développé par les créateurs des deux premiers Dead Island, donc Dead Island et Dead Island Riptide. On voit clairement les influences de leurs deux jeux précédents envers Dying Light. Les armes qui ont une durée de vie, le combat aussi, quoique les déplacements sont beaucoup plus axés sur le parcours et c'est génial. Ça te donne parfois l'impression de jouer à un Assassin's Creed en mode première personne. Ça te fait penser qu'il faut à un moment donné je fasse Assassin's Creed Nexus sur MetaQuest. À ce niveau-là, j'ai vraiment trippé sur les déplacements et aussi plus que l'histoire avance et que ça se complique narrativement avec le GRE. Crane here. Where were you? Kyle qui enquête sur Rise, les gens de la tour qui ont besoin d'antisine. À ce niveau-là, je trouve que brûler l'antisine que la tour pour après ça, j'ai trouvé ça innocent comme pas à peu près. Je pense qu'il y aurait eu un moyen que tu gardes l'antisine minimum en secret pour après ça mener l'enquête, mais que d'une certaine façon tu trouves le moyen d'aller, par exemple, après ça utiliser ce que t'as pour dire c'est Rice qui m'en a donné, puis que tu fais pareil, continuer d'enquêter sur Rise, savoir est-ce que c'est la personne qui a le dossier du GRE. Je pense que ça aurait été plus logique à ce niveau-là. Par contre, le boss de fin, non. T'affrontes Rise au sommet de sa tour, mais c'est juste des fucking QTE. Puis à la vitesse que ça va, ces QTE-là, je n'ai pas raté un seul. Ça aurait été l'équivalent que, imagine Kyle, c'est quelqu'un hyper en forme, puis Rise, c'est moi, quelqu'un qui bouge pas vite. C'est à quel point, pour moi, le combat allait lentement. À la limite, c'est comme les combats dans Kick-Ass 2, où ce que, à moins de faire une bonne manipulation de combo, ton personnage se bat lentement que le Chris. Pour moi, globalement, Dying Light 1, c'est un 4 flammes sur 5. Initialement, quand Dying Light 2 est sorti, j'avais fait une vidéo première impression, où ce que j'avais joué 3 heures, où ce que l'histoire m'avait énormément déplu pour le peu que j'avais joué, où ce que toujours un Pilgrim, Aiden, qui dans le deuxième, ce qui m'avait vraiment fait pratiquement péter une coche, c'est à quel point le niveau histoire semblait être une structure
pratiquement trop similaire au premier, où au début du jeu, ton personnage se fait mordre, tu tombes sur The Light, donc ici Aka plutôt que Jade et Amir du premier jeu. Donc à ce niveau-là, niveau scénario, pour moi c'était vraiment trop une structure trop copier-coller. Mais là, en ayant joué au jeu au grand complet, puis en ayant vu les choix de dialogue qui peut influencer sur une quête ou sur une relation entre les personnages, je pense que j'avais plus ou moins tort sur cet aspect-là. Oui, ça reste que globalement, c'est le même type de gameplay. Tu fais des quêtes pour le monde, surtout les quêtes secondaires qui sont de l'aide random. Mais avec Aiden, tu as un objectif qui est beaucoup plus focus, trouver Mia. Donc, je trouve que niveau histoire ou motivation pour le personnage, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant à voir là, plutôt que juste un agent du GRE qui veut retrouver un fichier. Surtout que dans le premier Dying Light, plus que tu avançais, tu te rendais même pas loin dans l'histoire, tu te rendais vite compte que le GRE c'était des tas de merde. Fait qu'à ce niveau-là, j'apprécie que là, ça soit comme moins obvious pour le joueur, si je peux dire, les dénouements de l'histoire. Quoique il y a beaucoup de trucs qui restent prévisibles dans l'ensemble. Spoilers pour ceux qui n'ont pas fait Dying Light. T'apprends vers la fin du jeu, en affrontant le méchant, que Mia c'est pas ta sœur, c'est sa fille à lui. I would never hurt my own child. Ça, c'est un truc personnellement que je chantais venir des heures avant de me rendre jusque-là. Parce que ton personnage n'est pas capable de se rappeler de grand-chose. Quand un personnage d'un film ou d'un jeu se rappelle pas forcément de grand-chose par rapport à ce qu'il recherche, normalement c'est parce qu'il va y avoir un twist derrière. Autant, peut-être que je me disais que le twist ça allait peut-être pas forcément que Mia c'est pas sa sœur. Je le sentais à quelque part qu'il allait avoir un twist quelque part par rapport à ça. Globalement, Dying Light 2, j'ai préféré l'histoire du 2 au premier, mais pour moi, le premier a été 1000 fois plus le fun à jouer. N'empêche que ça a été un très très bon défoulement. Je suis quelqu'un qui aime expulser sa frustration par rapport à, par exemple, moi, ce que je vis avec ma santé depuis 2 ans, ces affaires-là, dans des jeux violents. Tu sais, comme ça, j'expulse, si je peux dire, le méchant. Fait qu'à ce niveau-là, regarde, ça a été toujours aussi le fun de se battre contre les méchants ou les zombies en général. Donc je pense que Dying Light 2 pour moi c'est un 3.5 flamand sur 5. Passons à The Beast. Avant de parler du jeu, je veux juste faire une mini partie coup de gueule. Le fait que le jeu soit sorti juste en digital, je trouve ça énormément frustrant. Je suis quelqu'un qui aime avoir des trucs en version physique, que ce soit les films ou les jeux qui sont dans la même face. Et pour le prix demandé et le contenu qu'il y a, j'ai trouvé que la durée de vie était pas pantoute égale au prix. C'est un jeu qui se vend à 80$ canadiens et l'histoire m'a pris même pas 20 heures à compléter et là-dedans j'avais fait une grosse majorité des quêtes secondaires aussi. Alors que Dying Light 1 m'avait pris au grand total l'histoire en ligne droite et avec quelques quêtes secondaires 25 heures et que le deuxième jeu m'avait pris 43 heures. Autant l'histoire principale qu'avec une chier de quêtes secondaires. Le gameplay est calissement plus défoulant qu'en dans les 2 derniers jeux où ce que là t'as le Beast Mode avec Kyle. J'ai beaucoup aimé l'histoire principale en grosse partie, surtout l'idée que Kyle veut s'en prendre au baron qui l'a torturé pendant 13 ans, faire des expériences sur lui, le tourner entre mi-homme mi-monstre. Pour moi, le meilleur attrait justement de cette histoire-là, c'est Kyle qui veut essayer de regrouper des villages de survivants, si je peux le dire, ou des clans de survivants, à se rebeller contre le baron et son armée. Ça, pour moi, ça a été le côté de l'histoire le plus attrayant. L'aspect des quêtes principales qui m'a le plus déplu, c'est quand tu te fais aider par, j'ai oublié le nom de la médecin. Cette personne à la tête, tu dois pour ça aller tuer une certaine quantité de monstres. Je pense qu'en anglais il appelait ça des chimeras. Où ce que, une fois que tu as tué la bébite, il prend un prélèvement avec 2 fioles, une pour elle, une pour toi que tu t'injectes pour améliorer ta force, ton endurance, ces affaires-là. Et le fait que ça a été des quêtes récurrentes, si je peux dire, d'un jeu où la durée de vie justement était inférieure aux 2 premiers, cet aspect-là, je l'ai trouvé assez décevant. Les missions secondaires, j'ai trouvé beaucoup mieux que dans les 2 premiers jeux. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus fun à aider les gens de ce jeu-là. J'ai trouvé que leur quête était beaucoup moins du remplissage inutile. Il y avait une certaine histoire derrière qui m'a beaucoup plus touché par rapport à pourquoi ils leur demandent à Kyle ce qu'ils leur demandent là. Donc à ce niveau-là, c'est un gros plus. Outre le point négatif de tuer les chimeras pour s'injecter un truc
qui revient dans l'histoire principale avant de pouvoir, après ça, plus tard, vers la fin, affronter le baron. Outre cet aspect-là, l'histoire pour moi a été la plus attrayante des 3 jeux ensemble. Et aussi, j'ai oublié de l'aborder quand je parlais de Dying Light 2, mais ils font revenir le personnage de Spike et faire revenir le personnage aussi de Aiden dans The Beast. C'était vraiment un sentiment d'un univers interconnecté, même si, tu sais, du 1 au 2, t'avais pas le même protagoniste, ça se passait pas dans les mêmes villes pantoute, en montrant clairement qu'il y a une interconnectivité, ou je sais pas si c'est le bon terme, des personnages qui reviennent malgré tout. Ça rajoute un sentiment de cohérence scénaristique, en tout cas selon moi. C'est clair que les faire back-à-back aussi, ça a été assez... Ça m'a rendu confus par moments parce que d'un jeu à l'autre, les contrôles n'étaient pas forcément les mêmes. Par exemple, en jouant sur PlayStation, dans le premier jeu, L1 pour donner les coups de pied. Ok, mais dans le deuxième jeu, c'est L2, puis après ça, R2, parce que L2 c'est pour bloquer, fait que là après ça, t'es obligé de bloquer avant que ton personnage puisse donner un coup de pied. Ok, sauf qu'après ça, quand dans Dying Light The Beast, c'est X pour donner un coup de pied, puis j'ai fait les 3 jeux back-à-back, j'ai été confus que Chris pour bien des affaires à ce niveau-là. J'ai dit ça quand d'un jeu à l'autre, par les mêmes développeurs, ils changent les contrôles. Et comme dernier aspect négatif, le baron, je l'ai trouvé extrêmement cliché, imbu de lui-même. L'acting est excellent, j'ai rien à redire contre l'acteur qui faisait le baron. Le personnage a un certain niveau d'arrogance aussi, mais c'est le genre d'arrogance dans un vilain qui, dès que quelqu'un a la main sur lui, du coup, va être comme le pingouin dans les Batman Arkham, où c'est genre, par exemple, dans Arkham City, quand le pingouin il menace Batman avant d'y envoyer le goon que le titan dans le musée, c'est genre, oh, qui me fait peur là? Tout ce que je suis, t'es minuscule. Mais que dès que Batman va avoir la main sur lui après avoir tué Solomon Grundy, c'est genre avant qu'il se rapproche du pingouin qui lance, ça fait la chauve-souris contre l'oiseau. Plus que t'esquives ses missiles, plus t'arrives à la fin, puis que là, t'es genre à cette distance du pingouin, puis là, tout d'un coup, il est en petite boule, puis là, il est là, oh, fais-moi pas mal. C'est ce niveau-là d'arrogance cliché. Dès qu'il y a un truc qui va pas à sa faveur, tout d'un coup, c'est A few moments later. Fait que globalement, pour moi, Dying Light The Beast, c'est un solide 3 flamants sur 5. Fait que ça va être pas mal ça, cette vidéo. Critique rattrapage sur les 3 jeux Dying Light en une seule vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?